Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité Info 7. Nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine en République démocratique du Congo, qui reste notamment dominée par l'affaire Matata Ponyo, la demande de poursuite contre l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, et la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Tels sont notamment le sujet qui sera au cœur de ce magazine. Et sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Francis Tshibalavala, député national doublement élu pour le compte du parti présidentiel. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, comment vous allez? Je veux bien par la grâce de Dieu et de votre côté. Ça va. Alors, sur ce plateau, nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine. Quel est votre regard sur l'actualité sociopolitique de l'heure en République démocratique du Congo? Je crois que l'actualité est en train de subir des rebondissements. Il y a des situations, tantôt il y a des problèmes politiques, tantôt il y a des problèmes juridiques, tantôt il y a des pourparlers, tantôt il y a des choses qui rebondissent, etc. Et je pense que l'actualité est très dense et elle est très riche. Et l'opinion est vraiment très attentive par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Alors, vous êtes député national et du coup, nous allons jeter un regard à la Chambre basse du Parlement. Comment est-ce que vous jugez aujourd'hui le leadership de Vital Kamerhe depuis son avènement à la tête de la Chambre basse du Parlement? Bon, moi personnellement, je pense qu'il est en train de faire son travail. Il est en train d'exécuter justement les tâches qui sont les siennes. Et jusqu'ici, je n'ai pas de reproches à lui faire, bien entendu. Mais j'entends quand même des collègues lui faire de reproches, etc. Notamment qu'il par bloque rapport au certains... gel de Ouais, certaines initiatives des voilà. collègues, etc. Mais je pense que les bureaux parfois est accusés injustement, parce que j'ai fui aussi un ancien membre du bureau au niveau de l'Assemblée provinciale. Il y a des questions, par exemple des questions écrites ou des questions orales avec débat qui se chevauchent avec d'autres questions d'autres collègues, vous comprenez? Et parfois les bureaux essaient un peu de trouver les justes mesures, les justes milieux pour voir quelle est la question qui doit être notifiée au ministre, etc. Il y a parfois, vous verrez, il y a pour une question, il y a eu 3, 4, 5 questions, justement, qui parlent d'une même chose. Et parfois, les bureaux sont en difficulté d'opérer un choix par rapport au privilège qu'il est censé accorder, parce que je l'appelle privilège, parce que les autres vont dire, voilà, nous étions les premiers, ou voilà, notre question était plus fignolée, etc. Donc, il y a quand même des choses que les bureaux, à son niveau, il essaie quand même d'arranger avant de saisir les autorités qui Alors, sont citées justement dans différentes questions orales ou écrites. Si les plénières sont convoquées sporadiquement, c'est naturellement au vu des matières qui sont sur la table des membres du bureau. alors qu'en est-il des contrôles parlementaires? Voilà, mais je crois que les contrôles parlementaires se passent bien. Il y a des missions d'enquête parlementaire qui sont initiées par notre chambre. Il y a des collègues qui sont sur le terrain. Je crois que moi, personnellement, je n'ai pas encore effectué un seul contrôle parlementaire, mais vous savez que ça se fait généralement au prorata des groupes parlementaires, etc. On peut vous dire, voilà, que chaque groupe parlementaire envoie, par exemple, une ou deux personnes. Donc, il n'est pas évident que vous fassiez partie, justement, de ceux qui seront triés sur le volet. On peut désigner d'autres personnes et tout va arriver. Donc, il y a des commissions d'enquête parlementaire qui sont qui sont en mouvement, en train de travailler. Nous attendons certainement les résultats qui vont advenir. Alors, à ce jour, certains Congolais craignent une assemblée nationale complaisante avec l'exécutif. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, ce n'est pas mon avis. Vous savez, personnellement, je me dis, il faut pas chercher les poux dans la tête d'un chauve. Ça veut dire, les contrôles, oui, c'est notre rôle, c'est notre attribution, ça fait partie de nos attributions.
les contrôles parlementaires. Mais lorsque il n'y a pas de soupçons, par exemple, lorsque vous avez la certitude que tel ministre, tel mandataire, etc., est en train de gérer de manière efficiente, je crois que point de besoin d'aller organiser ou enquêter sur sa gestion. Mais généralement, c'est lorsqu'il y a des soupçons, des détournements, c'est lorsqu'il y a des soupçons de clientélisme, par exemple des gabégies, etc. C'est là que les collègues sont envoyés sur le terrain pour aller enquêter. Alors, comment voyez-vous les actions du gouvernement souminois? Bon, ce gouvernement n'a pas encore eu une année. Je pense que il est en train de faire son possible, tout simplement. Il vous souviendra que parmi les missions assignées justement à ces gouvernements, c'était la cessation justement des hostilités ou la fin de la guerre, vous comprenez? Et nous sommes dans ces processus-là. Il y a des accords futurs éventuels qui seront signés entre les différents belligérants, entre les différents protagonistes, etc. Il y a des moyens qui sont investis dans notre armée pour non seulement la conscription, mais aussi l'achat des armes, de munitions, etc. Au-delà de ça, il y a aussi des questions importantes sur lesquelles, justement, le gouvernement est en train d'y mettre quand même une certaine attention, une certaine énergie pour en trouver naturellement des réponses. Alors, vous vivez dans la capitale de la République démocratique du Congo, élu également de la ville de province de Kinshasa. Comment jugez-vous aujourd'hui les actions de l'actuel gouverneur, Daniel Bumba? Bon, personnellement, je crois que lui aussi, je ne pense pas qu'il a déjà une année. Il est en train de travailler. Nous voyons des chantiers qui sont ouverts ça et là sur l'étendue de la ville, quasiment. Et il y a, c'est à peine d'ailleurs qu'il vient de nommer justement les mandataires dans différentes régies et services publics de la ville. Donc je pense que maintenant que au sein des institutions, au sein de l'exécutif, pratiquement ils affichent complet. Je pense que là on pourrait naturellement établir un jugement par rapport à leur action. Est-ce que les Kinois peuvent aujourd'hui espérer Kinshasa et Zongenga comme ces slogans que Daniel Bumba a amenés aujourd'hui? Oui, mais nous voyons il y a des travaux. Chez moi, à Sonfil, par exemple, à Massina, la route Matankumu est en train d'être construite. Vous comprenez? Quand vous allez à Njili, par exemple, il y a le boulevard Luemba qui est pratiquement achevé déjà. Il y a des routes, vous allez à Mikondo, par exemple, la route Nzoko. Les travaux ont débuté. C'est-à-dire il y a quand même pas mal de réalisations. Entre-temps, on observe quand même qu'il y a aussi des immondices abandonnés à travers la capitale, mais aussi les embouteillages aujourd'hui. Oui, c'est tout naturel parce que vous plus. savez, l'assainissement, ça implique des sommes pharaoniques, donc ça implique vraiment beaucoup d'argent. Mais comparé à l'époque de l'ancien gouverneur Kimbuta, on ne voit pas dans des rues, par exemple, des montagnes d'immondices. Ce n'est pas le cas. Et la ville est assainie quasiment tout le jour. Quand vous circulez la ville dans les heures avancées de la nuit, vous verrez, il y a des gens qui sont en train de l'assainir. Mais au réveil, on n'a pas l'impression que la ville a été quand même assainie, balayée par-ci par-là. Non, mais c'est tous les jours qu'on déverse des immondices. C'est tous les jours que les ménages déversent les immondices, etc. Donc, nous utilisons beaucoup d'objets naturellement qui constituent des immondices aujourd'hui, c'est tous les jours quasiment. Donc voilà pourquoi on balaye tous les jours. Voilà pourquoi il faut évacuer tous les jours. Il y a des immondices abandonnés depuis des années, si je peux me permettre de le dire, depuis des mois. Quand vous passez par là, vous trouvez toujours ces immondices. Justement. En ville, aujourd'hui, Gombe ne présente plus cette belle image d'hier. Justement, Gombe aujourd'hui, ça a l'air d'un chantier, ça a l'image d'un chantier. Mais les immondices. Il y a des travaux qui sont enclenchés ça et là. S'agissant des immondices, mais moi je suis passé par là personnellement. Je vous ai dit que nous avons l'habitude quand même de rentrer tardivement. On voit comment les gens balayent tous les jours, que ce soit à la Gombe,
que ce soit chez moi à Massina par exemple. Évacuation des immondices, c'est assez Justement, après avoir balayé, on évacue les Vous êtes immondices. sûr ou vous faites semblant de Non, ne mais pas reconnaître que ces sinon, immondices sont on abandonnés, retrouverait, capitale de la RDC? au cas contraire, on retrouverait des montants d'immondices Il y sur en a. les chaussées de Il la, y en a de dans la ville. certains coins. Non, de mais j'ai Kinshasa. emprunté votre route, la route des Juileries. Je n'ai vu nulle part où il y a eu de montants d'immondices. Cela prouve à suffisance que elles sont évacuées. Madame, Messieurs, prenons à présent ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Abandonnés à leur triste sort par les autorités qui tardent à prendre de mesures urgentes, plus il plaît, plus l'érosion gagne du terrain dans ces milieux. La pluie qui s'est abattue le jeudi 1er mai à Kinshasa a encore de plus occasionné des regrets dans le chef de certains résidents de la commune de Ngaliema dans le quartier Punda et Bangu. Notamment, certains ont perdu d'autres parties de leurs parcelles, d'autres ce sont leurs maisons qui ont été apportées. Ekeinga kutu eke mawa trop pakomi soko kota pusi ebukani na kati maete osenga na ngai ekoki kozala pa bakonzi ya mboka na biso soki bakoki koyokela biso ta mawa ne fiske ta terrasse ya pamba bakoki kotia batie terrasse yeke ti na mai en plus biso bato oyo toza pembeni boye déjà bapango eza déjà déclassé. Ce qui a vraiment l'été à biso à koyo que la biso ba na fils que tabamba manda bambongo to meka ko kende ko luka susu na ba kote misusu nazana bana na mwasi kozali bana ona nda moya ko kote ezate nda moya ko kote ezate parce que presque ti net ndenge za boye na ndimite ke mbulo oyo ko beta e ko vivre misusu ko kende. Les habitants de quartier Bangu et Punda s'inquiètent et lancent un cri d'alarme aux autorités congolaises. Alexis Gizaro, ata la belle likambo ya libulu oyo e umeli na mandana ye asali misala to féliciter mais asale la biso pe la bana soki libulu oyo ekundami te. En tout cas, la l'union est kundama. Et puis, prince ya route Matadi et Bokatana. Bon, le document est côté dans l'Assemblée, vous dites que le président de l'Assemblée a un type ya Kalema, Papa Mbosso. Le document est dans le Parlement. Pour ça, il va donner le ministère des Travaux publics. Pour ça, il va recours par rapport à la société, il va faire ça. Si on a signé la ministre infrastructure récent, en méganant qu'on revoit le dossier, il y a un mandat précédent, à ça, on a une enquête. On a signé la dossier IGF. Et maintenant, on a un dossier. Il est de noter que cette érosion a fait plus de 2 décennies, mais aucune solution n'est accordée à cette catastrophe naturelle qui ronge la population de ce coin de la capitale congolaise. En effet, dans le secteur public, nous pouvons saluer et encourager le travail réalisé par le gouvernement à travers les vice-premiers ministres et ministres de la fonction publique quant à la mécanisation, les départs en retraite, les promotions de certains agents et fonctionnaires qui étaient en souffrance, la politique salariale qui vient d'être initiée sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais l'intersyndicale nationale du Congo reconnaît aussi qu'il y a encore beaucoup de cas non traités, voire suspendus, mais qui méritent d'être résolus. Il en est de même pour les agents et fonctionnaires de l'État qui pourront voir leur situation sociale s'améliorer avec la mise en place de cette politique salariale qui vise à mettre fin aux inégalités, à restaurer la dignité des agents publics et à renforcer la performance de dans l'administration publique. Les enseignants de même, ainsi que d'autres agents et fonctionnaires de l'État, subissent aussi certaines injustices dans des impayements, des inégalités, des humiliations qui vont jusqu'à nier leur statut en tant qu'agent de l'État. Comment comprendre qu'un agent
ou fonctionnaire de l'État ou un enseignant qui est au service de l'employeur, l'État, durant plusieurs années, voire des décennies, n'a pas obtenu un numéro de matricule qui lui donne le droit à un salaire. On lui attribue seulement un statut qui n'existe pas, qui est désigné sous la nouvelle unité par les faits même. Aussi, nous dénonçons le fait que les salaires et agents de l'État sont entourés de beaucoup de publicités à la radio et à la télévision, ce qui leur enlève le droit de jouir de leur rémunération en toute discrétion. Aujourd'hui plus que jamais, l'enseignement supérieur et universitaire occupe une place centrale dans cette dynamique nationale. Dans la vision éclairée du président de la République, chef de l'État, grand chancelier des universités, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'éducation est au cœur de la renaissance congolaise par l'instauration d'un système éducatif performant, inclusif et équitable. Il nous conduit vers une société où le savoir, la compétence et l'éthique guident l'action publique et privée. Par ailleurs, l'adhésion à cette vision est sous la conduite de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Judith Suminwa Tuluka. Notre ministère a engagé de profondes réformes de modernisation de notre système éducatif. Partant, nous œuvrons pour un enseignement de qualité, accessible, tourné vers la créativité et l'innovation en vue de contribuer à la résolution des problèmes réels de notre société. La mise en œuvre du système LMD, la promotion des STEM et la lutte contre les antivaleurs dans nos établissements en sont des jalons majeurs. En ces jours d'hommage à l'enseignement, nos pensées les plus solidaires vont aussi à l'endroit de nos sœurs, frères et enfants, ainsi qu'à toutes les communautés éducatives, dont les braves enseignants qui, dans les régions de l'Est de notre pays, subissent les affres de l'insécurité et les violences causées par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. Alors, dossier Zando, grand marché de Kinshasa, on en parle dans cette émission. Francis Chibalabala, on va se rappeler que lorsque les travaux de construction du grand marché de Kinshasa, vous étiez encore à l'Assemblée provinciale, donc vous en connaissez quand même quelque chose. Alors, l'ancien gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a fait une sortie médiatique où il a déclaré haut et fort que l'État congolais n'a déboursé aucun fonds pour la réhabilitation du grand marché de Kinshasa. Est-ce vrai? Effectivement, je crois que c'était un contrat BOT. Je crois que ceux qui ont fait l'économie en savent quelque chose. Malheureusement, j'ai fait le droit. Et dans pareil contrat, généralement, il y a un investisseur qui vient, qui amène le capitaux. Et l'État se charge tout simplement de lui trouver un espace où il doit ériger justement l'ouvrage objet du contrat entre cet investisseur et soit la ville, soit le gouvernement central. C'est ce qui a été fait. Et dans ces contrats, il a été convenu que voilà, il y aura une cogestion. Donc la ville aura un pourcentage et l'État aussi aura son pourcentage. Et comment l'investisseur. Mais le plus important ici, je crois que point de besoin que cette situation puisse connaître des rebondissements, dans la mesure où d'abord, ça faisait plusieurs années, plus de 40 ans, nous avons utilisé justement l'ancien marché, grand marché central, dans des conditions qui était dans un état de salubrité innommé quasiment.
et qui était pratiquement plus au standard d'un marché moderne. Mais grâce à nous, ça, il faut qu'on s'en félicite quand même. Grâce à nous, parce que ça a été construit, le marché, sous notre mandat, tout au long de notre mandat. Donc, ça rentre dans notre crédit. Mais jusqu'à ce jour, Vous c'est vrai que c'est comprenez? un projet Donc, applaudi quand même par l'équino, mais jusqu'à ce jour, le marché n'est toujours pas remis au Quinoa. Je crois Il n'est toujours pas ouvert. je crois que nous sommes plus là, naturellement, en vertu du principe de la continuité de de la l'État. gestion de la chose publique. Donc, nous sommes partis. Ceux qui sont venus, certainement, c'est eux qui vont inaugurer, c'est eux qui vont en tirer profit, etc. Mais ça Donc, bloque parce que à votre niveau, nous avons apporté quand même cette innovation-là pendant que beaucoup de gouverneurs, pendant que beaucoup de législatures nous avaient précédés, et rien de tel n'a été fait. Donc, vous savez, le mal congolais, c'est que on applaudit difficilement. On cherche toujours là où il y a... alors qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a eu des détournements de fonds à votre niveau. Non, vous êtes combien d'accord avec l'ancien gouvernement? Je crois que l'IGF était derrière le dossier. S'il y avait réellement des détournements, tels que certaines mauvaises langues le prédisent, ou les disent naturellement, l'IGF nous aurait empêché justement de mettre exécution ces contrats. Donc l'IGF était derrière en train de suivre. Vous comprenez? Il y a, je crois, il s'agit du conseil, comment? C'est quel organe là qui a sorti ces conclusions? La Cour des comptes, bien sûr, qui incrimine le gouverneur et les présidents de l'Assemblée. Vous avez suivi, aussitôt que ces rapports ont été rendus publics, le président Godet a fait une sortie fracassante, une sortie médiatique fracassante pour éclairer la lanterne des Quinoises et Quinois. Et à la suite, ou au cours de cette sortie, l'ancien président, avait rejeté en bloc justement ces accusations gratuites. Vous comprenez? Et après, il y a l'ancien gouverneur aussi a organisé une conférence de presse au cours de laquelle il a apporté pratiquement de l'éclairage à ces dossiers. Donc ici, moi, je ne saurais pas dire qu'il y a eu des détournements ou pas, parce que je considère que ça a été fait selon les règles et pratiquement toute le parti était consentante et il y avait l'IGF qui était en train de veiller justement à l'exécution de ce contrat. Au-delà de ça, Jean Tiningobila a révélé qu'il y a une bonne somme d'argent bloquée dans un compte, donc où il n'y a que le gouverneur qui a assez, supposé que le président de l'Assemblée provinciale et son vice sont également au courant et s'inquiètent de voir un peu que les dirigeants actuels sont en train de se lamenter du fait qu'il n'y a pas d'argent. Est-ce que vous étiez informé que ce compte existe? Bon, c'est quand même un dossier qui date. Hein. Personnellement, je dois fouiller quand même mes archives, mais tout ce que je sais, je crois que ça doit être une somme donc vous de 20 millions. Au moins que ça existe. Oui, il y avait et seul le gouverneur a accès. Naturellement, parce que c'est le gouverneur qui engage la ville. Il est parti, il a laissé cette somme. C'est le gouverneur qui engage la ville. Naturellement, parce qu'on savait. Il y avait une somme qui était déversée mensuellement, je crois 800 000 euros, quelque chose comme ça. Je n'ai plus toutes les précisions. Non, c'était, je crois, en euros. En euros, mais bon, c'est vrai que ce soit l'euro, que ce soit le dollar, ce sont des monnaies qui n'ont pas cours légal en RDC. Mais quand même avec... Et cette somme est destinée à quoi? Non, c'était versé tout le mois. C'était, je crois, une caution à l'exécution justement de ces contrats-là. Et à la fin à l'achèvement justement de cet ouvrage, cette somme devait être à hauteur, je crois, de 20 millions quelque chose. Hein, si, excusez-moi, hein, je n'ai pas tous ces détails en tête. Ma mémoire est en train de flancher, vous savez, avec tout ce qu'on a comme dossier. Mais ce qui est sûr, il y a une somme importante d'argent qui est logée dans le compte de la ville. Donc, c'est-à-dire que le gouverneur actuel, Bumba, est entré en possession de cette somme parce que je ne sais pas, peut-être qu'il n'a pas l'information, je ne sais pas. Mais je crois qu'il n'y a que lui, parce que c'est lui, naturellement, qui engage la ville. Donc, au niveau de la ville, la signature qui est admise, c'est la signature du gouverneur seul, même pas le ministre de Finances. Parce que le gouverneur seul, qui a accès à cette somme. Naturellement.
Alors, la journée mondiale de l'enseignement a été célébrée. Quel est aujourd'hui l'état actuel du système éducatif en République démocratique du Congo? C'est bien, Félix Tshisekedi est arrivé aujourd'hui. Vous, membres de sa famille politique, membres de l'Union sacrée de la nation, vous applaudissez la gratuité de l'enseignement des bases. Bon, je pense que nous sommes en train de remonter quand même la pente, Remonter la pente. naturellement, parce que avant que le président n'accède à la magistrature suprême, je parle de M. Félix Tshisekedi Tshilombo, avant qu'il n'accède à la magistrature suprême, on a trouvé l'enseignement congolais dans un état comateux quasiment, vous comprenez, l'enseignement était dégénérescent, et le président de la République, à travers justement la gratuité d'enseignement, à travers l'amélioration des conditions de travail des enseignants, à travers la hausse justement des revenus ou de la rémunération des enseignants, et aussi à travers diverses formations organisées justement par les autorités scolaires, à différents niveaux bien entendu, il y a quand même une certaine amélioration. On a avancé de plusieurs crans par rapport à l'état dans lequel on avait trouvé notre enseignement. Mais malgré ce que vous venez de décrire, il y a plus d'un Congolais qui continue quand même à décrire l'état du système éducatif à tous les niveaux, scolaire, universitaire. Et on a même lu dernièrement Godempoy qui est monté au créneau pour dénoncer le système, la qualité de l'enseignement au niveau 3e cycle en ce qui concerne les thèses et d'autres travaux. Voilà, je crois qu'il y a ce qu'on appelle une certaine, je sais pas, conflit de palais ou, si vous voulez, une certaine concurrence entre ceux qui avaient étudié un peu plus tôt et ceux qui sont en train de finir ou qui viennent, qui sont de notre génération ou de la génération après nous. Vous comprenez, il y a un peu ces conflits-là et des aînés considèrent qu'ils avaient été très bien formés par rapport à nous. Nous aussi, nous considérons un peu un conflit générationnel, au fait. Alors, vous voulez mais dire au-delà de ça, ceux la qui sont en qualité train... ne pose pas problème, Moi, je allez-y. pense que notre enseignement est qualitatif, excusez-moi, qualitatif, dans la mesure où nous sommes les produits justement de cette génération. Au-delà de nous, ceux qui sont députés aujourd'hui, nous avons des collègues qui sont nés en 92, qui sont nés en 93, 94, par exemple, qui sont brillants au niveau de l'hémicycle. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que tout dépend des uns des autres. À l'extérieur du pays. Tout dépend des uns des autres. République Tout dépend des uns des autres. Tout dépend des écoles. Tout dépend de familles aussi. Parce que vous savez, aujourd'hui, lorsque vous laissez les enfants sans suivi, sans encadrement, naturellement, ces enfants, même s'ils sont scolarisés dans des écoles de qualité, par exemple, vous verrez qu'il y aura une certaine différence entre ceux qui sont suivis par leurs parents, ceux qui sont suivis par leurs tuteurs. Vous comprenez? Donc, je crois que c'est un débat qui a toujours existé, mais le plus important ici, c'est d'améliorer les conditions de travail des enseignants. C'est de le mettre dans des très bonnes conditions, parce qu'un enseignant qui n'est pas très bien payé, naturellement, il va pas donner les meilleurs de lui-même. Alors, le 1er mai, c'était la journée mondiale du travail. Vous avez insisté sur l'amélioration de la qualité du travail des enseignants, tout ça. Mais alors, aujourd'hui, comment améliorer les conditions de travail des enseignants, mais aussi des travailleurs de manière générale en République démocratique du Congo, le pays aujourd'hui qui est pratiquement sur tous les fronts, avec des problèmes d'emploi sur tous les domaines, hein, tous les secteurs. Bon, vous savez, d'abord, nous avons des problèmes des infrastructures. Au niveau de plusieurs ministères quasiment, il y a des problèmes des infrastructures qui se posent. Il y a des bureaux, par exemple, des bureaux étroits qui accueillent des gens, beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de travailleurs. Et travailler dans ces conditions-là, des promiscuités, etc., c'est tout naturel que vous ne soyez pas même de donner les meilleurs de vous-même. Au-delà de problèmes des infrastructures, il y a aussi justement les outils de travail. Ça pose aussi problème. Au-delà de ça, il y a aussi les conditions de travail justement des enseignants ou des fonctionnaires qui passent bien entendu par les cadres d'abord qui les abritent, par les outils avec lesquels ou par lesquels ils exécutent leur mission,
mais il y a aussi la rémunération, il y a tout ce qu'il y a comme avantage, etc. Si ces trois conditions qui sont cumulatives sont exécutées par l'État, naturellement, nous allons nous attendre à un travail de qualité de la part de nos fonctionnaires. Donc, nous appelons de tous nos voeux cette amélioration-là, parce qu'il faudrait que ceux qui ont étudié, ceux qui travaillent, puissent donner un très bon rendement, et ces rendements permettra à ce que notre pays puisse aller de l'avant. Madame, Messieurs, place à présent à ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Devant la presse à Lubumbashi, le secrétaire général AI de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux s'est exprimé sur les enjeux politiques du moment en République démocratique du Congo. S'agissant de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Deo Bizibou a fait savoir que le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, ne devait en aucun cas tendre la main à l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Lorsque le Congo a tout donné à M. Kabange, ayant régné sur ce pays dans cette fraude-là, d'usurpation, nationalité, de noms et consorts, c'est le maire culpa qui devait s'en suivre aujourd'hui et non pas dit tendre la main. Je vous rappelle que Félix-Antoine Tshisekedi, son acte, a hérité de ce pouvoir. L'armée ne disposait pas de drones, l'armée n'était pas équipée. L'armée, même pour avoir la tenue, c'était un problème. Et le président Félix-Antoine Tshisekedi est le seul président à avoir mis autant de moyens au service de l'armée. Ça veut dire, n'oubliez pas que M. Kabange a été le prolongement de Paul Kagame dans ce pays. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas que M. Joseph Kabange est venu dans ce pays sous les bords de l'AFDEL, membre de l'AFDEL. Et vous savez les malheurs que l'AFDEL a causés dans ce pays. Toutes ces agressions ont commencé avec l'AFDEL, n'est-ce pas? Yes. AFDEL, RCD, CNDP, M23 aujourd'hui, ils sont tous un. Abordons les questions liées au parti au pouvoir. Deo Bizibou a tenu à rappeler que les combattants du parti n'appartiennent à aucun individu. Le parti n'est pas divisé, non. Il y a certains individus, mus par quelques intérêts, ou pour n'avoir pas encore compris, mais très bientôt là ils vont comprendre. Il sera seul. Seuls les combattants du parti, tous les combattants qui appartiennent, ils appartiennent à l'UDPS. Vite, rentreront dans leur comité fédéral. Dans cette logique, le secrétaire général AI du parti présidentiel a invité les militants à ne pas céder aux appels de ceux qu'il appelle ennemis du parti et à participer massivement aux activités de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Voilà pourquoi je demande aux membres du comité fédéral de revenir aussitôt les comités, les réunions convoquées, de répondre aux réunions du comité fédéral. Chers combattants, vous n'appartenez pas à un individu. Vous appartenez à l'UDPS. Dans la ville Cuprifère, plusieurs observateurs ont salué la clarté de la position du secrétaire général AI du parti au pouvoir. Certains estiment d'ailleurs que Deo Bizibou incarne à ses jours les valeurs et les capacités nécessaires pour faire rayonner davantage le parti présidentiel à travers la République démocratique du Congo. La perquisition irrégulière et brutale depuis samedi 26 avril 2025 dans la ferme de l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué et président national des Ensemble pour la République pousse les députés nationaux, membres du groupe parlementaire de l'opposition Ensemble, à briser les glaces. Ce mardi 29 avril 2025, ces élus légitimes du peuple se sont retrouvés au siège national de leur parti Ensemble pour la République sous la conduite du premier vice-président du groupe parlementaire, honorable Célestin Moussao Kalombo, en lieu et place du président Christian Mwandon Simba Kabulo à mission en vue de se prononcer sur la question qui défraye la chronique de l'actualité. À l'issue de cette réunion d'urgence et spéciale, les députés membres de l'opposition Ensemble se sont opposés catégoriquement et exigé l'arrêt immédiat et sans condition de ce processus suicidaire de perquisition.
Honorable Micheline Pondo, rapporteur adjoint du groupe parlementaire Ensemble. Nous, députés nationaux de l'opposition, membres du groupe parlementaire Ensemble, portons à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale ce qui suit. Le samedi 26 avril 2025, une centaine d'éléments lourdement armés appartenant à la 22e région militaire a pénétré avec violence dans la ferme Futuka appartenant au président Moïse Katumbi Chapo, située sur la route Kasenga dans le territoire de Kipushi, en vue d'y procéder à une perquisition sans exhiber un quelconque mandat. Après avoir usé de toutes les menaces tout en sémant la panique et la terreur parmi les travailleurs et les autres occupants, notamment les jeunes de l'académie sportive Katumbi, ces militaires ont procédé à la perquisition illégale du lieu sans établir un seul procès verbal de leur sale besogne. Ces actes portent manifestement atteinte au droit à la propriété privée qui est considéré sacré par l'article 34 de la Constitution du 18 février 2006 tel que modifié à ce jour. Ces actes s'inscrivent dans la droite ligne des intimidations orchestrées par le pouvoir en place contre les partis politiques de l'opposition et leurs membres. Disons qu'après la déclaration, tous les membres présents à la réunion ont apposé leur signature à la déclaration. S'agissant du problème de la compétence ou de l'incompétence de la Cour constitutionnelle, voici au moins ce que le premier arrêt n'avait pas vu ou n'avait pas appliqué. C'est l'article 167 alinéa 2 de la Constitution. Il est dit ceci. 167 alinéa 2 de la Constitution. Pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat. Pendant ce temps, la prescription est suspendue. Question. Après l'expiration du mandat, on juge qui? Pas un président de la République en exercice. Oui, un ancien. Pas un premier ministre en exercice. C'est après. Donc la Cour est compétente. Elle est compétente. Voilà, la Cour est compétente pour juger un président de la République honoraire ou un ancien Premier ministre. Alors l'on dit pour les infractions commises en dehors des fonctions. C'est là encore la subtilité du droit. Toute infraction qui n'a pas de lien direct avec l'exercice des fonctions est réputée avoir été commise en dehors des fonctions. Notamment la corruption, les viols, l'extorsion, les détournements. Parce que, pour comprendre bien cette théorie, il faut se poser la question si l'être moral, si l'institution telle que conçue par le constituant, par le législateur, si cette institution-là a vocation à délinquer. Est-ce que l'institution président de la République a vocation à délinquer? Non. On va répondre par l'indicatif. Est-ce qu'un premier ministre, selon la conception du constituant, a vocation à délinquer? Non. Alors, si l'animateur parvient à délinquer, c'est-à-dire qu'il ne fait pas usage de ses fonctions. Donc, c'est en dehors des fonctions. Perquisition à la ferme de Moïse Katumbi dans le Haut-Katanga. Francis Chibalabala, cette démarche énerve quand même les députés nationaux de Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi. Est-ce que c'est ça l'état des droits? Voilà. Madame, premièrement, je voudrais que l'opinion retienne que depuis un certain moment, l'opposition est en train de s'illustrer dans une espèce de mensonges. Mensonges? Mensonges contre les présidents de la République. Et pourquoi? Mensonges contre les institutions. Tout simplement pour s'attirer justement la sympathie de la population. Malheureusement pour eux, cette pilule est amère pour cette population qui connaît très bien cette opposition. Au-delà de cette sympathie qu'elle
souhaitent bénéficier de la population, il y a aussi un autre auditoire qui est la communauté internationale. Elle a tendance, je parle de l'opposition, à fomenter des choses tout simplement pour jeter un discrédit sur la gouvernance du président de la République. Et ça sera pour quelle Donc la justice, vous savez, avant de dénoncer, il fallait d'abord que ceux qui sont en train de dénoncer aujourd'hui puissent prodiguer des très bons conseils à leur président national. Tes collègues députés, hein? Oui, les collègues devraient d'abord commencer par prodiguer des bons conseils à leur président national qui s'est accoquiné quasiment avec les M23. Leur président national a repris quasiment les narratifs du M23. Ah bon? Leur président a repris la propagation, la propagande quasiment de Paul Kagame. Cela nous a mis la puce à l'oreille, a mis la justice la puce à l'oreille. Vous comprenez? Avec tout ce qui s'organise souterrainement, la justice qui est en train d'enquêter naturellement sur ceux qui sont passés à l'ennemi, sur ceux que nous considérons au jour d'aujourd'hui comme étant de valets justement de M. Kagame, comme étant des proxys de M. Kagame. Donc, la justice est en droit, naturellement, de mener des investigations. Donc, mais je pense que ça a été fait. Je pense que ça a été fait en conformité avec le loi de la République. Mais ils sont en train d'affirmer qu'il n'y a même pas eu de mandat sans document. Lorsqu'ils disent, non, j'ai suivi. Était-il présent lorsque ces militaires, avec naturellement ces agents du parquet, avaient débarqué dans la ferme de Moïse Katumbi? N'était-il pas présent? J'ai suivi un collègue dire qu'ils n'ont même pas dressé le rapport, les PV. Mais ça, c'est encore paradoxal, parce que des gens qui sont descendus sur le terrain pour enquêter sur des accusations qui pèseraient, par exemple, sur Moïse Katumbi, arrivés sur place, ils doivent dresser un procès verbal. C'est sur base de ces procès verbal. C'est sur base de ces procès verbal, tout simplement. Mais naturellement, madame, vous savez, aujourd'hui, vous qui êtes, je prends un exemple, si vous étiez un agent du parquet, par exemple, et qu'on vous demandait ou on vous intimait l'ordre d'aller enquêter à Kingakati, par exemple, vous auriez la trouille, vous aurez peur, naturellement. Parce que vous ne savez pas quelles sont les personnes qui y sont. Si vous trouvez des militaires et que ces gens-là vous faisaient du mal, par exemple, naturellement, il faut une sécurité de ceux qui sont en train de poser des actes. Il y a une certaine opinion qui estime que le pouvoir de Félix Tshisekedi donc, je pense que, comme je vous ai dit, avec les opposants, mais aussi faire comme je vous ai dit, ce sont des accusations gratuites, pas du tout. Moïse Katumbi s'est comporté naturellement en valet de M. Kagame à travers ses déclarations, à travers ses actes. Nulle part on a lu dans un document où on a suivi des déclarations de Ensemble pour la République du président Katumbi en train justement de condamner les tueries à l'Est, en train de fustiger justement la manière d'agir du M23. Proche du M23. Madame, parce qu'il n'a rien dit. Madame, s'il vous plaît, il s'agit de la justice. La justice est en train d'enquêter pour faire la lumière sur des accusations qui pèsent sur M. Katumbi. Il est tout naturel, dans la recherche justement des faisceaux de preuves ou dans la recherche des faisceaux d'indices, il est tout naturel que la justice procède aussi par des fouilles, procède par des perquisitions. Alors, l'affaire Matata Mponyo, l'affaire Boukangalunzo, est-ce qu'à ce jour, la procédure a été respectée par la justice? Voilà, ici, je ne viendrai pas légitimer tout ce qui a été fait par la justice. D'autant plus qu'il y a à boire et à manger. Ah, il y a à boire et à manger. Dans la mesure où, vous savez, une personne, fut-il ou fut-elle opposant, lorsque elle est bénéficiaire des immunités, ces immunités-là doivent naturellement être levées avant que toute action publique ou l'action pénale
soit enclenchée à son encontre. Alors, dans les cas Matata, au niveau du parquet, il est un secret des polichinelles qu'il n'y a pas eu, justement, cette demande ou ces réquisitoires du procureur saisissant l'Assemblée ou l'Assemblée nationale pour demander justement qu'on puisse lever les immunités de M. Matata et d'ordonner en même temps des poursuites en son encontre. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, lorsque ce débat répondit, parce que Matata lui-même avait affirmé d'avoir accepté de comparaître volontairement, au niveau du parquet, il avait accepté de comparaître, même au niveau de la Cour, c'est un dossier qui a été envoyé en fixation au niveau de la Cour depuis 2022. Partant justement de cette acceptation de comparaître volontairement, Matata avait couvert justement cette exception d'ordre public. Je vous rappelle qu'une exception d'ordre public peut être soulevée à tout moment de la procédure, que ce soit par le parti, que ce soit par le parquet, par le magistrat, même par les juges, vous comprenez. Mais dans les cas d'espèce, Matata n'avait pas prévalu ou n'avait pas exigé à ce que ces immunités soient levées. Lui-même, il l'a dit. Et au niveau de la Cour, à ce niveau-là, moi je l'ai dit au cours d'une précédente émission, qu'il est certes vrai qu'il s'agit d'une exception d'ordre public qui doit être soulevée à tout moment, mais je considère que le fait de relever cela, il est tardif tout simplement, dans la mesure où le parquet ayant été dessaisi du dossier, la Cour ne peut pas, par un jugement ou par un arrêt avant du droit, suspendre et ordonner au même parquet qui s'était dessaisi de corriger justement cette irrégularité. Il n'y a aucune disposition légale, alors aucune, qui impartit justement ses pouvoirs à la Cour de procéder de la sorte. Donc, il n'y en a pas, il n'y a pas d'article, il n'y a pas... Vous savez, les cas Matata, comme le cas Kabila, ce sont des cas que notre justice connaît pour la première fois. Vous comprenez? Mais au-delà de ça, au-delà de ça, il y a des textes de loi qui existent, qui nous montrent la procédure à suivre. S'agissant de la procédure, s'agissant des codes, des procédures, s'agissant de lois spéciales, il n'y a aucune disposition qui ordonne au parquet ou qui enjoint au parquet, justement, de procéder de la sorte. Voilà pourquoi le parquet, et voilà pourquoi la Cour, qui enjoint à la Cour, excusez-moi, voilà pourquoi la Cour a joint toutes ces exceptions au fond et a invité le parti à poursuivre l'audience. Et la Cour devait ou devra se prononcer naturellement et sur les exceptions soulevées et en même temps sur le fond. Donc, par un arrêt. Que la procédure a été respectée? La procédure, à ce stade, je pense qu'elle est respectée. Si, au niveau du parquet, parce que quand vous suivez le narratif du procureur, on vous dit que voilà, c'est un vieux dossier, quand il fut sénateur, et que les immunités ont été levées, etc. Mais Matata soutient en disant que les immunités n'ont pas été levées. Si je dois prendre parti pour notre collègue, je considère que, effectivement, selon ce qu'il dit, les immunités n'ont pas été levées, mais à ce stade de la procédure, il est pratiquement tard, il est tardif de poser de rappeler cela à la Cour, parce que la Cour ne peut plus faire marche arrière dans la mesure où il n'y a aucune disposition qu'il a lui imparti. Alors, dans ce dossier, Matata Mponyo, aujourd'hui, on a l'opinion publique qui a lu ces documents de l'Assemblée nationale, du président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, qui a écrit à la Cour constitutionnelle. Et aujourd'hui, on estime que Vital Kamerhe veut s'immiscer dans le pouvoir judiciaire. Est-ce votre avis? Non, non. Moi, je pense que les présidents de la République et les présidents de l'Assemblée nationale, excusez-moi, étant les premiers d'entre nous, c'est lui notre père, c'est lui le numéro 1 de notre institution, de l'institution. Bon, pas le Parlement, c'est une composante de l'institution Parlement. Donc,
des présidents du Parlement et de l'Assemblée nationale, il est en droit quand même, parce que nous avons suivi notre collègue monter au créneau par rapport au vice des procédures, et les présidents de notre Chambre étaient en droit de demander à la Cour, tout simplement, d'observer les lois de la République. Et la réaction de la Cour, c'est une réaction sans objet. Et je crois qu'il est aussi du droit de la Cour de faire droit justement à cette demande. C'est-à-dire, répondre à une demande, ce n'est pas forcément que cette réponse doit être satisfaisante. Elle peut être négative, bien entendu. Politiser ce dossier selon je ne pense pas, nous sommes législateurs, nous voulons tout simplement que les lois de la République soient respectées. Il est paradoxal, là il faut le relever. Moi je suis député national, même si j'ai commis une infraction, hormis les cas de flagrance, la procédure doit être suivie conformément aux lois de la République. Madame, Messieurs, place à présent à ce dossier. Justice congolaise poursuit les sénateurs à vie Joseph Kabila, non pas en sa qualité d'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur. Ce conformément aux articles 104, 107, mais aussi et surtout 153 de la Constitution et 120 du Code judiciaire militaire. Dans la mesure où les faits pour lesquels il est poursuivi n'ont pas été commis par lui pendant l'exercice de ses fonctions alors qu'il était président de la République ou en dehors de l'exercice de ses fonctions en cette période-là, mais en tant que sénateur à vie. Et de ce point de vue, point besoin de passer par le Congrès tel que le veut l'article, tel que le veut la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, ainsi que l'article 167 de notre Constitution. Nous attendons donc du Sénat la levée pure et simple des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ainsi que l'autorisation des poursuites pour permettre à la justice d'instruire sérieusement le dossier, de le faire fixer devant la haute cour militaire afin d'éclairer l'opinion sur la responsabilité pénale claire de M. Joseph Kabila Kabange sur les massacres qui sont commis dans la partie est du pays par le mouvement M23 et AFC dont il est cofondateur. Au cours de cette plénière, Jean-Michel Samalou Kondé a indiqué que le Sénat a reçu 2 réquisitoires, celui du procureur général près la Cour de cassation sollicitant l'autorisation de l'instruction contre les sénateurs Michel Linguepo et celui de l'auditeur général près la Cour militaire demandant la levée des immunités de l'ancien chef de l'État et sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Le président du Sénat a affirmé que sa chambre va traiter tous ces réquisitoires conformément à la loi fondamentale. Le Sénat a reçu 2 réquisitoires, respectivement du parquet général près la Cour de cassation et de l'auditorat général. Le premier réquisitoire, venu par sa lettre 1233/RMP-V/0219/PGC CAS/WB du 27 mars 2025, réceptionné mon cabinet le 28. Le deuxième réquisitoire, par sa lettre numéro AG/0478/2025, l'auditeur général près la Cour militaire nous a adressé le 30 avril, réceptionné le même jour, le réquisitoire tendant à obtenir la levée des immunités et l'autorisation de poursuite du sénateur à vie M. Joseph Kabila Kabange.
Après avoir vidé ces sujets, le Sénat a voté pour une nouvelle fois la prorogation de l'état de siège dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu. L'économie de ces projets de loi a été présentée par le gouvernement à travers le ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba. Autre sujet abordé au cours de cette plénière était la validation des mandats de 8 sénateurs et un suppléant récemment élus dans la province du Kwilu et du Nord Ubangi. À cet effet, le président du Sénat a indiqué que leurs dossiers seront d'abord transmis et examinés par la commission PAJ. Francis Chibalabala, est-ce que le bureau de la Chambre haute du Parlement a qualité d'autoriser les poursuites contre Joseph Kabila Kabange, ancien président de l'RDC et sénateur à vie? Je pense que j'aimerais personnellement qu'on lise les lois de la République. J'ai comme l'impression, beaucoup de nos compatriotes, c'est vrai que c'est un dossier technique, tout le monde n'est pas suffisamment loin pour y émettre un point de vue qui soit conforme justement à la science, vous comprenez? Et déjà d'emblée, je vous dis que cette procédure est bien respectée. Cette procédure est légale dans la mesure où, parce que j'ai suivi même les communiqués du FCC, ils disent que voilà, il fallait absolument que l'on réunisse les deux chambres en congrès, dans 2 tiers de membres et même du Maître congrès. Kabengela Ilunga l'a également dit. Hein, non, je voudrais ici informer l'opinion que il faut faire une différence entre les statuts d'un ancien président, c'est vrai qu'il est ancien président, et son statut de sénateur à vie. Lorsque vous lisez la loi sur les anciens présidents de la République, s'agissant de la disposition qui parle de sénateur à vie, s'agissant de la disposition qui parle des incompatibilités, excusez-moi, qui parle des incompatibilités, on nous renvoie à l'article, je crois, 108, qui concerne les députés et sénateurs. Ça veut dire qu'il est sous ces régimes-là, s'agissant des incompatibilités, par rapport aux fonctions qu'il peut assumer plus tard. Vous comprenez? On nous renvoie à la Constitution. Qu'est-ce que dit cette disposition, cet article? Attendez, je vous renvoie, je crois que c'est l'article... je suis dans la loi. Je suis dans la loi. La loi portant statut d'ancien président de la République. Effectivement, dans les régimes des incompatibilités, voilà, j'y suis. Okay. Quand vous lisez l'article 6, l'article 6 stipule ce qui suit. Allez-y. En sa qualité de sénateur à vie, tout ancien président de la République élu est soumis à toutes les incompatibilités prévues par l'article 108 de la Constitution. Okay. Lorsque vous allez maintenant à cet article 108 de la Constitution, ça parle justement des incompatibilités dont sont frappés les sénateurs et députés. Vous comprenez? Donc ça veut tout simplement dire qu'au-delà du fait qu'il soit sénateur à vie, il est régi justement par le loi qui concerne les sénateurs et députés. Et là, on renvoie à voilà pourquoi, étant justiciable de la Cour de cassation, parce que les députés et sénateurs sont justiciables de la Cour de cassation, et l'équivalent de la Cour de cassation pour les militaires, s'agissant des infractions qu'il a commises ou qu'il aurait commises, des infractions militaires, l'équivalent c'est la Haute Cour militaire. Vous comprenez? Donc, la Haute Cour militaire a écrit au Sénat ce qui est normal pour solliciter la levée des immunités. Donc, la procédure est conforme à la loi. Alors, certains de vos collègues... S'agissant de ce que le FCC a relevé dans sa correspondance, en disant qu'il faut absolument, au cas où il est mis en cause par la justice, il faut réunir les congrès. Non, donc, ça c'est une lecture erronée justement de l'article 8 de la loi sur les anciens présidents. Je vous en fais la lecture dans l'article
8, d'accord, pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumis au vote à la majorité des 2/3 des membres, etc. Je vous épargne la suite. Ici, on dit des actes qu'il a posés en dehors de ses fonctions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout en étant président de la République, il est censé poser 2 catégories d'actes. Premièrement, les actes qui rentrent dans le cadre de la fonction présidentielle. Exemple, il peut prendre une ordonnance nommant des autorités, par exemple. Il peut prendre une ordonnance attribuant, par exemple, des lopins des terres à un individu qui n'est pas propriétaire, parce que tout dépend de la superficie d'une concession, vous comprenez? Et s'agissant de cela, naturellement, bon, j'aimerais pas faire allusion à cet exemple. Je parle, par exemple, d'un acte que le président aurait posé comme chef de l'État, comme président de la République. Si ces actes-là sont constitutifs d'une infraction, il y a une procédure. Bon, maintenant, des actes qu'il aurait posés en dehors de ses fonctions. Ce sont des actes individuels. Par exemple, les présidents seraient pris en flagrant délit d'adultère. Un président qui aurait commis l'adultère, naturellement, ce sont des faits qu'il a commis en dehors de ses fonctions. Ce n'est pas comme président de la République, selon ses attributs comme président de la République. Les viols, par exemple. Pardon? Les viols, par exemple. Les viols, l'adultère, par exemple. S'agissant de cette catégorie d'infraction, la loi dit qu'il faut réunir les 2 chambres. Donc les 2 chambres doivent être réunies en congrès. Alors, voilà maintenant pourquoi, voilà pourquoi cet article-là, l'article 8 de cette loi, doit être lu de manière combinée avec l'article 167 de la Constitution. Quand vous lisez l'article 167 de la Constitution, cet article-là fait allusion aux actes que le président a commis en dehors de ses fonctions présidentielles. Cette question divise quand même les hommes de droit que vous êtes. Hein. Certains soutiennent que c'est soit la Cour de cassation qui devrait s'adresser au Congrès, soit également la Cour constitutionnelle, parce que dans ce cas, la Haute Cour n'intervient pas. Non, non, je pense que je ne partage pas cet argumentaire dans la mesure où le code de justice militaire était clair sur la question. Ça veut dire tout acte ou toute infraction militaire, que vous soyez civil, que vous soyez militaire, vous êtes justiciable, s'il vous plaît, vous êtes justiciable des juridictions militaires. La question que je me pose, est-ce que les infractions qui pèsent sur le président Kabila sont-elles des infractions militaires ou non? Elles sont des infractions militaires qui sont régies par le code de justice militaire. Ce qui veut par extension dire que l'auteur, qu'il soit ancien président, qu'il soit civil, qu'il soit militaire, doit être jugé par la juridiction militaire. Étant donné maintenant, s'agissant du statut personnel, étant donné que c'est un sénateur à vie et qu'il est, par ricochet, ou partant de ça, il est justiciable de la Cour de cassation, l'équivalent de la Cour de cassation, s'agissant de militaires, c'est la Haute Cour militaire. Donc, la procédure, encore à ce niveau, est respectée. Alors, ces messages d'un internaute qui dit, donc d'un côté, on saisit le bien de Joseph Kabila en amont, on suspend son parti politique, et après, on demande maintenant la levée de ses immunités, l'autorisation de poursuite, donc les sanctions avant même l'instruction, le procès et le verdict. C'est le nouveau droit made in État généraux de la justice en République. Voilà, une chose... Alors, une chose est de demander, une autre est d'exécuter. Vous comprenez? En procédure pénale, vous comprenez, le parquet ou l'OPJ est en droit de saisir le bien ou les objets ayant concouru à la commission d'une infraction. Ah bon? Ça, c'est un principe d'abord. Bon, lorsque on demande la saisie de parcelles, etc., en tout cas, moi, personnellement, en tant que juriste, j'aimerais pas polémiquer là-dessus, mais tout ce que je sais,
les biens ayant concouru à la commission ou ayant contribué à la commission d'une infraction font toujours l'objet des saisies. Voilà pourquoi il y a même un PV qu'on nomme le PV d'objet saisi. Ou PV d'objet saisi. Ok, donc c'est légal. Donc c'est légal. Mais je ne soutiens pas la thèse selon laquelle il faut saisir des parcelles, etc. Là, je crois que la justice sait ce qu'elle doit faire concrètement. Maître Francis Chivala, voilà cette question avant de parler maintenant vraiment dans le fond sur cette situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous apparaissez sur ce plateau aux allures des FRDC. Quel est le message que vous voulez faire passer à l'opinion qui est en train de vous suivre maintenant? Voilà, je crois que c'est la symbolique tout simplement pour montrer à nos populations de l'Est ou de la partie orientale que nous sommes des cœurs avec eux. La situation qu'elles sont en train de traverser, nos populations, nous touche ou nous préoccupe au plus haut point. Nonobstant le fait que nous soyons à plusieurs milliers de kilomètres de la partie orientale, mais ça nous touche au plus haut point. Vous comprenez? Quel est ces compatriotes qui est viscéralement attaché à son pays, qui peut dormir à point fermé pendant qu'une partie de son territoire est pratiquement dans la juridiction de l'ennemi? Quel est ces compatriotes qui peut jubiler, qui peut s'adonner à n'importe quoi pendant que ces compatriotes sont en train de tomber tout le jour? La boucherie qu'il y a eu à Goma, plus de 5000 personnes ont été massacrés, des tueries qui s'observent tout le jour. Je pense que il est quand même naturel que nous puissions montrer à cette population ou à ces populations que nous sommes des cœurs avec eux. C'est d'où justement cette symbolique par rapport à la tenue que je viens d'enfiler. Alors, situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, certains opposants regardent désormais dans la même direction. Moïse Katumbi, Joseph Kabila Kabangé, Martin Fayoulou, Délice Sanga, à travers un communiqué, exigent un dialogue. Maître Francis Chivala. Voilà, vous voyez, j'ai même souri personnellement. Vous savez, je n'ai jamais vu des gens versatiles comme ceux qui représentent aujourd'hui notre opposition. C'est là que je me rappelle de la phrase cinglante du président Tshisekedi. Laquelle? Lorsque il disait qu'une de pèse au pouvoir, il n'y aura plus d'opposition. Mais l'opposition est en train d'agir comme un canard, comme des canards sans tête, ne sachant pas quelle direction prendre. Cette même opposition-là, qui hier était acquise à la cause rwandaise, acquise à la cause du M23, cette même opposition qui avait légitimé les actes mortifères, les actes ignobles du M23, se rebiffe maintenant pour venir solliciter un dialogue avec le président. Cette même opposition, s'il vous plaît, qui avait exigé le départ du président au mépris de la Constitution, pour elle, il fallait naturellement qu'il y ait une transition dirigée par des gens qui ne sont pas investis constitutionnellement, alors qu'ils donnent l'impression d'être de maniaques de l'orthodoxie, du respect de la Constitution. Je vous renvoie par exemple à la proposition de Délice Sanga. Je vous renvoie aux déclarations de M. Kabila. Même Délice Sanga, on l'a vu dernièrement faire des propositions au régime. Qui a pratiquement légitimé. Donc, personnellement, je me dis, le président de la République avait tendu la main à cette opposition en son temps, à travers son conseil spécial, pour que l'opposition vienne. Vous savez, dans pareille situation, nous devons mettre de côté nos différends, parler d'une seule voix, nous aligner derrière les présidents pour venir à bout à cette nébuleuse. Qu'est-ce qui a motivé cette déclaration après la signature? C'est tout simplement parce que ils sont en difficulté, parce que leur plan tendant à faire un coup de force pour défenestrer les présidents de la République a échoué. Tout simplement, ils sont en difficulté. Nous n'avons pas besoin de leur contribution au stade actuel. Alors, madame, messieurs, nous allons prendre ces derniers dossiers de notre rendez-vous de la semaine. En tout cas, d'abord, je me réjouis du fait qu'il y a des engagements
de partout pour faire retourner la paix dans la région. Quand je vois l'engagement des États-Unis, l'engagement du Qatar, l'engagement de la région, je vois que maintenant tout le monde est conscient des problèmes et nous pensons que effectivement avoir cet engagement, nous espérons que la paix va se retrouver enfin. Sinon, aujourd'hui la situation est dramatique. On a besoin de donner un coup de souffle à cette population qui devient victime d'une guerre qui n'a pas de raison. La même chose, c'est que nous disons, est-ce que nous avons plus des armes? Mais la bouche, la parole, c'est aussi les armes. Donc ça, c'est le point des désaccords. Je n'ai aucun point d'accord avec Nanga. Aucun. Mais cela ne veut pas dire que je ne vais pas m'asseoir autour d'une table avec lui. Parce que j'ai pardonné. Parce que Zelensky est prêt à se mettre autour d'une table avec Poutine. C'est là. Pour mon pays. Pour mon pays, je ne suis rien. Mobutu disait, s'il faut tailler mon chemin dans les rocs, j'ai taillé dans les rocs pour le pays. Donc, voilà là où on peut se rencontrer. Donc, c'est la même chose pour les autres. Le point de désaccord, vous avez tué les pays, vous volez, vous violez les droits humains, et vous volez l'argent du trésor public. Et après, vous venez et vous dites que nous ne sommes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec quoi? Vous n'êtes pas d'accord avec vous-même ou d'accord avec les autres? Et c'est pour cela que nous disons que cet exercice de vérité, réconciliation et cohésion nationale est nécessaire. Vous ne pouvez pas aller et, comme disent les Congolais, mettre tout au passé simple. Il faut une sorte de catharsis, qu'on doit se parler, mais avec sérénité. Moi, je vous dis, je regrette toujours quand on était à Genève, on s'est parlé entre nous, les 7 qui étions là. Mais si vous étiez dans la salle, mais c'était comme si le Saint-Esprit était là. On se parlait, mais c'était fort et tout ça, mais avec toute la sérénité possible. C'est pour cela qu'on est sorti. Et rappelez-vous ces mots de Félix Tshisekedi. Les changements aujourd'hui s'appellent. Donc, c'était la sérénité et c'est comme ça que nous devons continuer. Donc, je suis d'accord avec. Je suis très content de cette question-là. Le changement aujourd'hui en République démocratique du Congo s'appelle Martin Fayulu. Francis Chibalabala, vous êtes d'accord avec Martin Fayulu face à la diaspora? Voilà. Personnellement, j'aimerais vous dire que je reviens encore sur ces punchline du président Etienne Tshisekedi de Riche Mémoire, lorsqu'il disait qu'il dépêche au pouvoir, il n'y aura plus d'opposition. Vous savez, l'opposition actuelle n'est pas une alternative, tout simplement. Cette opposition n'a pas une offre politique à présenter à la population. Cette opposition est obsolète. Elle n'innove pas. Elle est dans les sentiers battus. Cette opposition n'a pas cette structuration programmatique pour présenter à la population au point justement de captiver celle-ci. Vous comprenez? Et voilà pourquoi elle est versatile. Voilà pourquoi elle est en train de marcher comme de canard sans tête. Voilà pourquoi elle est en train de balbutier lorsqu'il est question de prendre des décisions, de prendre des positions par rapport à la situation. Vous êtes contre la position de cette opposition, mais aujourd'hui, il y a quand même certains Congolais qui pensent que la situation dans l'Est passera par le pacte social pour la paix. Non, non, ça c'est une diversion tout simplement, c'est une distraction. Alors qu'il y a certains une distraction, Congolais qui réclament, selon le vous savez, ici, il faudrait circonscrire la situation de l'Est. Les gens ont tendance à croire
que c'est un problème congolo-congolais, non. C'est un problème international. Voilà pourquoi l'opposition dénonce c'est un problème international. Ce n'est entre pas un problème Congolais, congolo-congolais. Étant donné que nous sommes dans une situation d'agression, le Rwanda nous a agressés, au motif que le Rwanda veut matérialiser justement à travers son président ses velléités expansionnistes. Le Rwanda veut continuer à créer une zone de non-droit dans la partie orientale pour faire même bas sur nos richesses. Donc je disais, les intentions expansionnistes et des prédations de nos richesses. Vous comprenez? Et face aux telles motivations, pensez-vous que le Rwanda va accepter cet accord qui serait signé sous les auspices de la SENCO? Je crois que apparemment nous ne sommes pas en train de prendre la mesure de la situation. Nous avons en face un voisin qui est méchant, un voisin qui est de mauvaise foi, un voisin qui a fait du mensonge, justement, son art. Donc, nous ne pouvons pas, face à un voisin comme ça, signer un contrat qui demain sera foulé aux pieds. Est-ce pour ça vous avez décidé de brader les minéraux voilà pourquoi vendre le pays? Voilà pourquoi nous sommes dans un schéma de Nations Unies. Vous avez vendu le pays. Le Conseil de sécurité avait pris une résolution invitant une recommandation pour demander aux partis de dialoguer. Nous avons d'un côté Paul Kagame, de l'autre, nous avons les groupes armés et le gouvernement. Donc, là, on a mixé pratiquement les deux processus de Luanda et de Nairobi. On vous accuse d'avoir ici, nous voulons les minéraux de la RDC vendu le pays, l'opposition. Mais cette opposition qui a toujours fomenté des choses, aujourd'hui, elle est en perte de vitesse. Aujourd'hui, cette opposition est rattrapée par ses mensonges. L'opposition aujourd'hui est rattrapée justement par cet esprit complotiste contre la RDC, contre les présidents de la République, contre les Congolais. Cet establishment de l'opposition, si vous avez des idées du genre, accompagnons les présidents de la République, soyons derrière le président pour bouter hors nos ennemis, pour consolider justement notre intégrité territoriale, vous allez subir justement le foudre de cet établissement qui est quasiment à la solde de M. Kagame. Donc, nous accusons aujourd'hui d'avoir bradé le minerai. Je considère cela comme étant des gens qui sont en train de danser plus vite que la musique, sont en train de mettre la charrue avant les bœufs. Il n'y a pas encore un accord définitif qui a été signé. Sur base de quels faits, sur base de quelles données ces gens peuvent tirer de telles conclusions? Donc, ils veulent tout simplement dresser les Congolais qui sont vent debout contre cette agression. Dresser les Congolais qui ont repris les narratifs officiels, dresser les Congolais contre les présidents de la République, tout simplement. Alors, vous parlez que l'opposition est en train de dresser les Congolais contre le président de la République. Nous apprenons que dans la capitale de la République démocratique du Congo, le pacte social pour la paix a été distribué au CVB de l'Église catholique et que chaque président, je dis bien hein, chaque président parce que c'est dans les informations vérifiées, chaque président des CVB a l'obligation de signer à chaque enseignement. Donc, ils ont reçu mandat d'enseigner donc les fidèles catholiques hein, sur le pacte et que les documents, les derniers documents avec des signatures seront bradés, seront mis à la place publique pour dire que c'est la volonté du peuple congolais qui demande le pacte social pour la paix, ECC SENCO. Comment est-ce que vous trouvez cette démarche de l'Église catholique? Je crois que si c'est pour la consommation des fidèles catholiques, je n'en trouve pas inconvénient. C'est leur droit le plus légitime, mais je ne vois pas la force qu'aura ou qu'aurait justement ces pactes sociaux. Je vois pas. Ça sera la volonté du peuple congolais. Vous savez, madame. Le document vous savez, au niveau interne, moi, je suis définitif quant à une instabilité ou à un problème au niveau interne qui existerait. Moi, je suis contre justement cette manière de voir les choses. Les problèmes, il est international. Les problèmes, nous sommes agressés. Ont-ils le moyen de contraindre le Rwanda
à respecter le pacte social? Ont-ils ces moyens-là? Ont-ils ce qu'on appelle les smart power? Ont-ils ce qu'on appelle le hard power? Ont-ils cette puissance-là? À l'instar des États-Unis? Je pense que non. Vous comprenez? Donc, nous considérons que c'est une aventure tout simplement. C'est un jeu d'enfant qui ne peut pas contraindre Kagame. Je ne vois pas. Déjà, vous savez, madame, lorsque vous êtes médiateur, vous devez avoir une certaine attitude. Laquelle? Selon que vous êtes réellement neutre, selon que l'injustice ne vous touche pas directement, mais en l'espèce, les religieux, ceux qui sont en train de conduire ces pactes sociaux sont congolais. Les avez-vous entendus en train de dénoncer la boucherie qu'il y a eu à Goma? Ne fût-ce que présenter les condoléances aux familles éprouvées, vous les avez entendus critiquer la manière de faire du Rwanda? Je pense que, au-delà du fait qu'ils se posent en médiateur, ils sont quand même, ils ont un cordon ombilical qui les lie à la RDC. Vous ne verrez pas un religieux, un responsable de l'Église, ukrainien par exemple, n'est pas condamné la Russie face à l'agression injuste. Mais cette attitude du couple Tshisekedi pour quelle finalité? Est-ce la tête de Tshisekedi qui dérange? Non, mais écoutez, madame, vous savez, c'est là où j'ai dit, dans ces pactes-là, on vous parle parfois des transitions. Je ne l'ai même pas consulté, mais c'est ce que des bribes d'informations que j'ai. Certains vous disent qu'il faut une transition. Certains vous disent qu'il faut mettre les présidents de Tshisekedi de côté selon les propositions des uns des autres, c'est la tête de Tshisekedi etc. qui énerve. Apparemment, mais vous savez... Mais parce que le peuple congolais mais réclame le retour de Joseph Kabila Kabange selon son parti lorsque nous politique, glanons des succès, que ce soit sur le front diplomatique, que ce soit sur le front militaire, il n'y a aucune déclaration de la part, justement, de ces évêques encourageant nos forces armées, encourageant les présidents, le gouvernement. Mais il suffit qu'il y ait une rumeur faisant état d'une stigmatisation des rwandophones. On a vu comment ils ont fait un communiqué. C'est-à-dire, leur agir, les actes, les paroles qu'ils tiennent, prouvent à suffisance qu'ils sont tendancieux. Au lieu de pencher du côté de la RDC, nous savons de quel côté bat leur cœur. Alors, c'est complètement fini pour ce numéro de Info 7. Élévation du cardinal Fridolin Ambongo comme successeur du pape François. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, voilà, en tant que Congolais, parce que vous savez, au-delà de nos divergences de vues, différences, au-delà de certaines remises en question, etc., s'agissant de leur manière de faire, leurs propos, etc., nous sommes Congolais. Je pense, si nous avons un pape congolais aujourd'hui, ça sera l'honneur pour notre pays, ça sera une fierté pour notre pays. Aujourd'hui, notre pays est remonté à la surface. Notre pays était pratiquement dans un trou sans fond. Vous comprenez, grâce au président Tshisekedi, grâce à sa diplomatie, les pays aujourd'hui est vivant, les pays est viable, les pays est comptable. Vous comprenez? Et si demain nous avons un pape congolais, je pense que ça fera encore rayonner notre pays. Et je lui souhaite toutes les chances du monde. Sur plusieurs plateaux des chaînes internationales, déjà, on parle du cardinal Fridolin Ambongo comme plus un homme politique que spirituel. Voilà pourquoi on dit l'église doit être au milieu du village. Voilà. Lorsque vous avez une église, par les truchements justement de ses responsables, qui fait plus de déclarations politiques, qui souhaite être en bras de fer avec les gouvernements, en lieu et place de prêcher les fidèles, en lieu et place de prêcher la parole. Mais si c'était le cas, si c'est acceptable,
on n'aurait pas formulé des critiques à son encontre par rapport à cette attitude. Alors, inondation à Kinshasa, Francis Chibalabala, que devient l'édit que vous avez laissé à la ville de Kinshasa, protection des déventures? Voilà, je crains que cet édit soit une lettre morte. Ah, vous craignez? Vous savez, dans ce pays, nous avons de lois. Nous avons beaucoup de lois. Je pense même que point de besoin d'en pondre d'autres. Mais avec l'évolution de la société, avec des réformes qui interviennent de temps en temps, nous sommes obligés de passer sur cette voie, d'emprunter cette voie, de réformes, etc., de pondre de lois. Donc l'édit, cet édit-là portait, ou porte, c'est un édit portant protection des emprises des routes, des espaces publics dans la ville de Kinshasa. Nous avons constaté que les servitudes ne sont pas respectées, que ce soit les servitudes des rivières. On est en train de décrier justement les inondations le long de la rivière Njili. Les servitudes des lignes à haute tension ne sont pas respectées. Apparemment, nous ne sommes pas échaudés par la mésaventure de Matadi Kibala. Nous avons enregistré des morts, il y a eu des effets de manche, il y a eu des effets de manche, et derrière, plus rien, aucune décision sérieuse. Si vous allez vers Ntsele, partout là-bas, vous allez de Ntsele jusqu'à Maloku. Il y a des gens qui ont érigé des habitations sous des lignes à haute tension. Mais c'est très dangereux. C'est interdit dans la législation en la matière. Et là, même la loi prévoit les servitudes de lignes à haute tension. Les servitudes de la voie ferrée. Je rappelle que vous êtes également député provincial. Hein, donc, les servitudes de la voie ferrée, de siéger à ces servitudes ne sont pas respectées de la voie ferrée. On a vu des gens construire à quelques mètres de la voie ferrée. Et qu'est-ce qui manque au pays pour faire respecter cela? Voilà, il y a des gens qui sont censés faire respecter la loi. Ils sont défaillants, tout simplement. Et la population doit quand même se comporter de manière responsable. Au-delà de ça, les sites agricoles, cet édit protège aussi les sites agricoles. Madame, dans 5 ans, on aura du mal à manger bio parce qu'il n'y aura pas un endroit où les gens vont commencer à faire des champs, nos mamans, etc. Les champs qui sont à Tchangou là-bas, les sites Chouengue, etc., avaient nourri la population lors de l'entrée de l'AFDL. Et ces sites, malheureusement, sous l'œil impuissant ou complice du pouvoir, ces sites sont en train d'être spoliés. Il y a des maisons qui sortent des terres, ce qui n'est pas normal. Il y a des espaces verts qui n'existent plus dans cette ville. Des terrains de foot sont spoliés. Où est-ce que nos enfants vont commencer à aller se récréer? Nous sommes aujourd'hui en train d'adorer, justement, ou d'applaudir des joueurs, de Messi, etc. Mais si nous voulons voir de Messi, nous devons préserver les quelques terrains qui nous restent. Or, nous avons un instrument juridique que j'ai laissé à la ville. Cet instrument peut accompagner, justement, le gouvernement provincial actuel. Et entre-temps, Kinshasa ne cesse d'enregistrer des braquages, l'insécurité, les tueries. Mais la capitale de la RDC devient invivable, Francis Chibalabala. Bon, c'est vrai que l'insécurité galopante depuis un moment, c'est un fait. C'est un fait. En pleine journée. C'est un fait. Ce sont des choses que nous décrions tout simplement. Mais il faut pas quand même. Il faut pas continuer à tirer ad vitam aeternam sur notre police. La police qui a la mission de sécuriser la population est aussi, dans une certaine mesure, en train de faire son travail. L'insécurité en termes de taux à Kinshasa n'est pas comparable à l'insécurité aux États-Unis, par exemple, à l'insécurité en Afrique du Sud. Kinshasa n'avait pas enregistré ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce sont des choses que nous sommes en train de décrier. Nous sommes en train de décrier, mais nous ne pouvons pas en faire tout un plat. Considérer que tout ce que le pouvoir est en train de faire, ou la police est noire, pas du tout. Chaque semaine. Donc la police est les petits commerçants ne savent plus comment exercer leur commerce. La police est aux trousses de ces malfrats. On a suivi que lors des précédents braquages, justement, ces gens ont été arrêtés. Malheureusement, ça continue. Jugés,
condamnés et écroués, ils sont en train de purger leur peine. Voilà, donc on ne peut pas quand même régler de manière définitive ou de manière absolue l'insécurité, mais nous sommes vent debout contre l'insécurité. Alors, madame, messieurs, c'est complètement fini pour ce numéro de Info 7. Francis Chibalabala, vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population qui vous a suivi ce dimanche. Voilà, je demanderai à la population de continuer à faire confiance au président de la République, à son gouvernement, de faire confiance à leurs élus, tout simplement. Ne suivez pas, ne prêtez pas oreille, justement, à cette opposition qui est en déphasage avec l'évolution des choses. Cette opposition, au lieu d'être à votre service, tous avons constaté qu'elle est à la solde du président Kagame, qu'elle est au service justement de cette nébuleuse qui est en train de s'aimer désolation dans la partie orientale de notre pays. Ne suivez pas justement leur narratif. Ils sont en train d'en changer chaque minute qui passe. Aujourd'hui, ils tiennent un discours. Le lendemain, ils en tiennent un autre qui contredit les précédents discours. Donc, suivez le président de la République. Nous sommes en passe de régler de manière définitive cette guerre. Les présidents avaient promis à la population que la manière dont la guerre de l'Est va finir sera différente de la manière dont elle s'est toujours terminée. Et voilà, nous sommes en train de voir le bout du tunnel. Donc, nous devons être derrière nos phares d'essai, derrière le Ouazalendo, et soutenir la diplomatie congolaise qui est en train de porter ses fruits. Et être en même temps d'accord avec les mesures qui sont prises par les présidents. L'accord qui sera signé justement aux États-Unis va consacrer justement cette volonté de la population d'instaurer la paix de manière définitive. Une paix durable, une paix éternelle, justement. Et nous allons d'ailleurs profiter aussi pour en tirer des bénéfices économiques. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, je rappelle que notre invité de ce jour est député national, doublement élu au niveau provincial également pour le compte de Massina, Francis Chibalabala, qui nous vient du parti présidentiel Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Ça tient toujours ou c'est déjà révolu? Non, ça c'est viscéralement attaché à mon existence. Alors, merci beaucoup. Avec le plaisir de vous retrouver prochainement dans ce magazine Info 7. Merci. Madame, Messieurs, c'est complètement fini pour ce dimanche. Occasion pour moi de souhaiter un joyeux anniversaire à 1 euro dans l'ombre à Adonis Mbungu, qui célèbre bien sûr son anniversaire. C'est bien l'un des réalisateurs techniciens de ce magazine Info 7. Alors que Dieu te bénisse, c'est surtout une heureuse nouvelle année, donc une bougie de plus. Joyeux anniversaire à toi. Et merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de Congo Télévision. Au revoir, on se retrouve le dimanche prochain. Et bien, c'est l'heure pour un nouveau numéro de Info 7. Bye bye.